Pam, 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 pam. Eh bien, bonsoir pour cette nouvelle édition du JT des petits mots de Sobrique. Bienvenue à toutes et à tous, petits et grands, jeunes et moins jeunes, amateurs ou non de la petite brique danoise. Au sommaire de l'édition aujourd'hui, nous aurons tout d'abord une vision de ce que fait Sobrique actuellement en termes d'exposition. Nous aurons ensuite des événements organisés actuellement par Sobrique. Et n'oubliez pas le dossier de la rédaction, le groupe Lego et sa stratégie gagnante. Mais tout de suite, nous revenons sur Sobrique s'expose. Alors, il faut savoir qu'en cette période difficile de Covid-19, il convient pour l'association de pouvoir poursuivre ses expositions. Il est impossible, bien évidemment, de faire des expositions grand public, ce qui est la tradition habituelle des associations de Lego, et c'est pourquoi Sobrique a lié un certain nombre de partenariats. Nous retrouvons sur cette première image le partenariat avec la vitrine Jouet Club de Saint-Chamond, pour laquelle certains des adhérents de Sobrique ont pu réaliser cette magnifique vitrine où vous voyez en partie haute une ville de type City et en partie basse des Star Wars. On reconnaîtra bien évidemment un certain nombre de créations de Valentin, que l'on peut voir ici sur la gauche, et sur la droite, une création originale de Bertrand, l'église de Saint-Chamond, à droite la vraie, à gauche celle en Lego. Réalisation absolument exceptionnelle. Par ailleurs, il se trouve qu'à Sassafras-sur-Coise, à la boulangerie dite du coin, un de nos partenaires également a pu exposer. Et du 15 avril jusqu'au 15 mai, vous pourrez aller jouer au sein de cette boulangerie, puisqu'un concours a été récemment organisé pour retrouver le petit boulanger caché dans cette création. Passons maintenant aux activités de Sobrique. Sobrique ne s'arrête pas, Sobrique est très actif. Au-delà des expositions, eh bien, nous avons également Thomas qui s'est engagé auprès du temps des retrouvailles, une boutique qui privilégie les circuits courts et la revalorisation d'anciens jeux, dont les Lego. Vous avez à droite le tri des pièces de Lego qui est actuellement en cours. Et une initiative très originale de cette boutique consiste en la vente de boîtes de 500 grammes de Lego avec tout un tas de pièces différentes. Vous pourrez retrouver prochainement ces Lego à la vente. Enfin, toujours dans les événements, à noter que les 15 et 16 mai, une animation sera organisée par Sobrique. Il s'agira de réaliser une mosaïque au monastère royal de Brou. Le monastère royal de Brou, faut-il le rappeler, a été élu un des monuments préférés des Français ces dernières années. On y retrouve en particulier des tombeaux princiers magnifiques, des tombeaux royaux, magnifiques. Et actuellement, malheureusement, c'est fermé, mais il y a une prolongation jusqu'au 16 mai. Vous pouvez retrouver ma région en briques. Vous savez, toutes ces réalisations de monuments assez exceptionnels de la région que l'on retrouve. Passons à présent au dossier de la rédaction. Le groupe Lego et sa stratégie gagnante. Et pour aborder ce dossier de la rédaction, j'ai à mes côtés deux experts dans le domaine. Tout d'abord, Mavinig. Bonsoir Mavinig. Bonsoir PPD. Alors, Mavinig, vous êtes plutôt expert business marketing. Et nous recevons aussi Sébastien. Bonsoir Sébastien. Bonsoir, bonsoir à tous. Sébastien, qui est lui-même spécialiste produit. Donc, Mavinig, je crois que l'on peut revenir déjà sur les dernières annonces de Lego concernant leurs résultats. Oui, le groupe Lego a présenté il y a un petit mois maintenant ses résultats annuels. Et en un mot commençant, ils sont assez exceptionnels. Et le groupe le reconnaît, notamment avec le contexte que nous connaissons tous et sur un marché pourtant assez stable ces dernières années. 2020 reste une année très particulière puisque le marché du jouet a gagné 10%. C'est probablement un effet des confinements et des fermetures des écoles. On a joué et on a joué au Lego. Donc, demande en hausse, mais il a quand même fallu au groupe faire face à la fermeture temporaire de certains de ses sites de production, comme en Chine et au Mexique, faire aussi face aux fermetures administratives de nombreux magasins et une fin d'année extrêmement tendue sur les stocks. Le groupe semble avoir dû travailler très, très dur pour avoir un niveau de stock correct pour pouvoir servir les ventes de fin d'année, notamment de la période de Noël. Mais résultat des courses, augmentation des ventes de
21% en 2020. Je dis bien 21%. Énormément d'entreprises dans le monde rêvent d'une croissance à 2 chiffres qui avoisinerait donc les 10%. Là, on est sur 21%. C'est énorme. Les revenus du groupe augmentent de 13%. C'est un facteur 2. Et c'est en constante augmentation depuis plusieurs années. La marque est numéro 1 sur le marché du jeu pour enfants. C'est elle qui bénéficie de la meilleure réputation. C'est un carton plein, donc on peut vraiment décerner la statuette de leur business au groupe Lego. On parle même de Apple en comparaison avec Lego. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable en termes de résultats. Mais Sébastien, je crois que finalement 2020 doit sa réussite à un certain nombre de produits, de thèmes qui se sont envolés, semble-t-il. Oui, si nous regardons en détail, nous voyons qu'il y a 5 gammes qui sont au top de leur forme dans la collection des gammes proposées par Lego. Alors, tout d'abord, nous reconnaissons la gamme Lego Technique, qui propose effectivement des véhicules ou des vaisseaux qui sont très caractéristiques, qui s'appuient aussi sur des licences. En numéro 2, nous avons la gamme Star Wars, très forte gamme chez Lego. C'est une licence qui permet de proposer des produits d'entrée de gamme qui sont accessibles aux enfants, faciles à construire, à des vaisseaux beaucoup plus perfectionnés, qui proposent un budget colossal, voire même extraordinairement colossaux, comme le Faucon Millennium à 800 €. Ensuite, nous avons une gamme maison de Lego qui permet de s'adresser à tous les publics, puisque c'est du City, ça s'adresse aussi bien aux garçons qu'aux filles. C'est vraiment une gamme qui s'adresse à tout le monde et qui a les caractéristiques de permettre aux enfants de développer des histoires en se servant du thème de la ville. Quatrième, c'est la gamme Lego classique. Donc là, c'est la boîte que vous voyez sur la droite de l'écran, ce qui permet effectivement à tous les enfants de pouvoir exprimer librement leur créativité à partir de briques qui sont dans la boîte. La seule limite, c'est leur propre imagination. Cinquième gamme, c'est du top des ventes, c'est la gamme Lego Friends. Donc c'est une gamme qui est très colorée, avec des couleurs flashy, avec des histoires de personnages que vous retrouvez dans différentes aventures. Donc là, effectivement, c'est plutôt un karaoké pour 2 chants. C'est des gammes très colorées, c'est du violet, c'est du fuchsia, c'est de l'orange. C'est vraiment très attrayant pour les enfants, c'est très coloré, c'est joyeux, c'est vif. Et on retrouve même cet esprit dans le packaging des boîtes. Elles sont roses, violettes. Ça donne vraiment envie aux enfants d'aller faire ces articles et de les acheter. C'est pour ça qu'en fait, cette gamme se retrouve dans le top du classement chez Lego. On peut noter, enfin, me semble-t-il, Sébastien, vous me contredirez peut-être, mais on peut noter quand même une certaine familiarité avec un lien de famille, j'allais plutôt dire, avec les Polly Pocket, quelque chose que la plupart des anciens qui nous regardent aujourd'hui ont connu dans leur jeunesse. On retrouve ces petites boîtes. Et puis, par ailleurs, côté Star Wars, c'est le lancement de ces bustes où il y a eu du coup plusieurs bustes dans d'autres gammes qui ont été lancées à la même occasion. Oui, en fait, il y a cette volonté d'étoffer la gamme Star Wars, de proposer des créations qui sont un peu plus esthétiques, un peu plus décoratives que des simples vaisseaux. Effectivement, c'est des pistes de progrès chez Lego. Alors, Mavidic, c'est quand même impressionnant quand on voit l'évolution des chiffres cette année. Pourtant, ça n'a pas toujours été ça, il me semble-t-il. Non, si on repart en 98, entre 98 et 2008, le groupe supprimait 50% de ses effectifs. Les pertes étaient records avec un moins 126 millions d'euros en 2003, alors qu'aujourd'hui, ils enregistrent une profitabilité énorme avec un bénéfice 2020 qui est l'équivalent du chiffre d'affaires de 2008. Incroyable. Et par ailleurs, alors on voit leur business qui crisait complètement à cette époque-là. Par ailleurs, ils ont quand même redressé la barre. Alors comment cela s'est-il fait? Quels ont été les leviers pour redresser la barre, justement? Alors, on va repartir un tout petit peu en arrière, effectivement, direction la fin des années 90, 1998 à peu près, où le groupe Lego est toujours à l'époque dirigé par la famille de son fondateur, la famille Christiansen. La marque est confrontée à ce moment-là à la montée en puissance des jeux vidéo. Les enfants délaissent les briques, probablement pour d'autres divertissements. Le groupe essaye de se diversifier pour contrecarrer cette concurrence, mais clairement, les tentatives ne sont pas appropriées et ça ne prend pas. Le groupe annonce la suppression de la gamme Duplo, différentes nouveautés sont lancées, par exemple les Mindstorm, qui sont un échec commercial cuisant, ou bien des nouveautés qui sont tombées dans les oubliettes depuis, comme la gamme mentionnée par Pierrick tout à l'heure sur notre session de 18h15. Bref, à l'époque, c'est la cata. Et ce CEO, ce manager,
de l'époque, de la famille Christiansen, reconnaît son échec et nomme un nouveau manager, directeur général, en 2004, qui est le premier en dehors de la famille Christiansen. Jürgen va avoir une stratégie... Tant qu'à faire. Jürgen va avoir une stratégie très simple. Il va se concentrer sur la brique, uniquement sur la brique, et il va faire un retour aux origines au groupe, se concentrer sur son métier original, fabriquer des briques et construire avec des briques. Une des premières étapes va être de sous-traiter la production pour pouvoir gagner sur les coûts. Les parcs Legoland vont être cédés au groupe Merlin, qui en sont toujours les propriétaires aujourd'hui. Et le groupe Lego va se focaliser sur 3 produits phares, 3 axes principaux, les boîtes thématiques, la digitalisation et les produits dérivés. Alors justement, Sébastien, je crois que nous avons ici une illustration directement de ce que va être la nouvelle stratégie de Lego. Pouvez-vous nous en dire plus en termes de produits? Oui, effectivement, en fait, c'est comme disait Malunique, c'est l'apparition des licences. Donc, le licence, effectivement, c'est un partenariat avec une entreprise, un film, une série télé, un média, pour pouvoir développer des produits dérivés qui vont permettre effectivement d'augmenter le chiffre d'affaires, d'augmenter la visibilité du coup des 2 marques associées. Donc là, effectivement, c'est Lego et Star Wars qui, ensemble, vont monter en puissance. C'est l'ouverture, effectivement, sur d'autres produits, du coup, qui vont pouvoir passer sur le système de licence. Donc, effectivement, après, ça pourrait être des véhicules, ça peut être aussi des trucs plus techniques, des motos, des avions, des vaisseaux, des tracteurs. Et on voit que Lego, petit à petit, réfléchit que, effectivement, la licence, c'est un marché sensible, c'est un marché qui a de l'intérêt et qui peut lui permettre d'augmenter sa visibilité, d'augmenter son chiffre d'affaires. Donc, à ce moment-là, effectivement, Lego table sur plein d'options et on va voir par la suite quelles elles sont. Et alors, on note ici, par exemple, l'apparition du jeu vidéo chez Lego, en réponse justement à la dominante générale qui était l'apparition des jeux vidéo. Alors, un jeu vidéo, certes, qui est le premier, qui est un peu particulier, mais je crois après, ça a été décliné dans différents univers, me semble-t-il. Oui, effectivement, Lego, au départ, est parti sur les jeux vidéo, mais ensuite, ils ont créé des séries de dessins animés, par exemple Ninjago. Ils se sont aussi développés sur l'univers cinématographique. Et donc, du coup, effectivement, Lego, petit à petit, va conquérir de nouveaux marchés pour pouvoir aussi, effectivement, toujours étendre sa visibilité. Le but d'une entreprise, c'est toujours d'être visible, d'être connu, et on mesure le taux de pénétration de la marque dans les foyers. Je pense qu'à l'heure actuelle, sur l'échelle mondiale, il y a au moins un foyer sur 2 qui connaît le produit Lego, voire beaucoup plus. Donc, c'est réussi. Il y a quelques instants des licences, 2 licences phares de chez Lego, Sébastien. Star Wars, Harry Potter, comment ça s'est passé, comment ça s'est installé, comment ça se développe, et pouvez-vous nous en dire quelques mots? Alors, c'est une gamme qui a commencé, alors les licences sont d'abord par Star Wars. Au tout début, donc c'était des produits qui étaient simples, qui servaient en fait effectivement à promouvoir les films qui sortaient, pouvoir effectivement surfer sur le succès du film pour pouvoir proposer des produits. Donc c'est une gamme qui permet de relier les parents et les enfants, parce que la plupart du temps, ce sont les parents qui connaissent Star Wars, qui font découvrir l'univers à leurs enfants. Et donc, du coup, ils sont peut-être pas assez âgés pour pouvoir regarder les films, donc leur font découvrir par le biais des boîtes, permet de jouer ensemble. C'est une gamme, du coup, qui a des vaisseaux pour les enfants, il y a des vaisseaux pour les adultes avec du Faucon Millenium et autres. Donc, c'est très intéressant. En plus, il s'appuie sur un mastodonte de la culture populaire, George Lucas, qui a réalisé nombre de films sur Star Wars. Donc, il y a un nombre de scènes, de scénarios possibles en boîte Lego, donc de vaisseaux. C'est hallucinant. Donc là, du coup, c'est un très bon filon pour Lego. Et en parallèle, une autre licence qui marche très bien, c'est Harry Potter. Donc là, c'est pareil. On se base sur les livres, sur toute la culture qui a été développée par J.K. Rowling, mastodonte elle aussi de la littérature. On se base aussi sur les films qui sont sortis, sur la saga Harry Potter. Pareil, arrive la saga Les Animaux Fantastiques. Donc là, c'est pareil, c'est la reprise des scènes cultes du film. Et donc, du coup, on surfe sur ce succès. À l'heure actuelle, quel enfant n'a pas lu ou vu une fois un film Harry Potter dans sa vie? Je pense très peu. Donc, du coup, ils ont raison et ils tablent sur des licences de succès. Ensuite, sur les licences, on pourrait parler effectivement de toutes celles qui ont lieu sur l'automobile, avec Speed Champion, avec Lego Technique. C'est un peu la même recette. Prendre un succès commercial qui existe dans une autre marque et l'adapter en Lego.
Avant de poursuivre sur les différents lancements qu'il y a eu depuis cette période difficile de Lego, Mavinig, en tant qu'experte marketing, ça vaut le coup des licences? C'est pas trop coûteux? C'est pas un risque majeur quand même? Oui et non. Les boîtes sont plus chères parce qu'il faut financer la licence, mais c'est super vendeur. Ça amène les clients vers la marque Lego. On va venir en magasin pour regarder un vaisseau Star Wars ou un bout de château Harry Potter ou le montrer à son enfant parce qu'on est fan. Et puis finalement, on va repartir avec un set City ou une boîte Ninjago ou des objets dérivés. Et ça représente une bien meilleure marge pour le groupe parce que ça n'est pas sous licence. Donc finalement, cette stratégie, elle est payante pour le groupe. Finalement, ça revient quelque part à avoir un produit d'appel et Exactement. derrière attirer plus. Sébastien, si on revient un petit peu sur les lancements de ces dernières années, justement au redémarrage, on va dire, de Lego, vous vouliez un petit peu évoquer ces nouveaux produits, ces nouvelles gammes qui sortaient sur le marché à l'époque. Oui. Alors tout d'abord, on va parler des minifigs à collectionner. Alors l'originalité, c'est de proposer des personnages différents de ce qu'il y avait à l'heure actuelle. On proposait des personnages très simplistes qui pouvaient s'intégrer dans la ville, très simplement un garagiste, un policier. Le but, c'est de proposer des personnages vraiment différents pour pouvoir aux enfants créer de nouvelles histoires, avoir pour les collectionneurs des figurines plus sympathiques, plus esthétiques, plus travaillées, mieux décorées, avec des accessoires originaux. Et donc, du coup, c'est le but de la collection. Donc, il vise effectivement les collectionneurs aguerris qui veulent posséder tous. Et donc, du coup, vu que c'est des sachets mystères, on en achète plus pour pouvoir avoir l'intégralité. Donc, c'est un très bon coup marketing. Depuis, de nombreuses séries de minifigs à collectionner sont sorties, ce qui permet effectivement d'avoir une quantité de personnages très variée. Et si on vient les rajouter aux boîtes vendues par Lego, les boîtes classiques de vrac, ça permet aux enfants, avec des pièces différentes, des personnages différents, de créer toutes les histoires possibles. Le but des Lego. On parlait des licences tout à l'heure, Harry Potter, Star Wars, mais il y a eu aussi des lancements de marques, on va dire, maison, Oui. comme Friends et Ninjago, c'est ça? Oui, ce sont deux gammes maison créées par les designers de Lego. Donc Friends, comme j'ai déjà évoqué, c'est une gamme destinée plutôt aux filles, mais qui ne se limite pas aux filles. La liberté d'imagination, elle est pour tout le monde. Donc c'est une gamme qui représente des activités de la vie quotidienne avec un univers très funky, très coloré. Et sinon, nous avons la gamme Ninjago, nous allons en parler un peu plus. Donc, en fait, c'est une gamme qui reprend les codes de l'Asie, des ninjas, du combat, des arts martiaux, de l'honneur, des temples, de la culture asiatique de manière générale, et qui est un univers de série que vous pouvez voir sur différentes plateformes. Donc là, effectivement, ça permet, les Ninjago boîtes permettent de promouvoir la série, et inversement, les dessins animés, les enfants qui voient les séries disent à leurs parents, papa, maman, j'ai vu ça, j'aimerais bien avoir telle boîte. Et donc, c'est un co-marketing qui est très intéressant par Lego. Mavinik, peut-être un mot sur les Friends. Il y a le marché des filles, il faut en parler quand même, qui représente peut-être un marché important ou pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça, justement? Le marché des petites filles, le segment des petites filles dans le marché du jeu, c'est 20%. Donc, c'était stratégique pour Lego d'avoir un produit qui réponde spécifiquement à ces 20% de clients potentiels. Et quand ils lancent cette gamme en 2011-2012, effectivement, le but du jeu, c'est d'aller chercher ces 20% de parts de marché qu'ils n'ont pas à cette époque. Et c'est un coup gagnant. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous me corrigerez si je me trompe, mais Lego est le premier groupe de jouets au monde devant Mattel, qui Mattel, lui, fait tout un tas de choses pour garçons et filles. Dont des Barbies pour les petites filles. Donc oui, effectivement, Lego est devenu numéro 1 du marché du jouet, en ce qu'on appelle en citation spontanée. Quand on demande aux gens, citez-moi une marque de jouet, c'est Lego qui sort numéro 1. La réputation est la meilleure. Vraiment, ils sont arrivés tout en haut de la pyramide. Incroyable. 2014, me semble-t-il, lancement du film La Grande Aventure Lego. Je pense que, alors, Mavinik, déjà, peut-être une opération, est-ce qu'on peut dire que c'est une opération marketing? Est-ce que ça a eu une utilité en termes de business à ce moment-là ou pas du tout? Alors, ça permet de faire d'un côté des sets spécifiques pour ce film, donc des boîtes qui ne sont pas vraiment sous licence, puisque la licence, c'est une licence Lego. Donc, c'est intéressant financièrement parlant. C'est une exposition à des segments de marché qui n'étaient pas très intéressants jusqu'à présent pour Lego. Donc oui, c'est un très beau coup marketing. Il est encore un petit peu flou pour savoir si c'est une commande spécifique de Lego ou si c'est un projet qui est arrivé chez Lego et qu'ils ont su s'en saisir.
Ah oui, il faut entretenir le mystère. Toujours, on entretient le mystère chez Lego, évidemment. Et donc, Sébastien, ça a été aussi l'opportunité, comme le soulignait Mavinic, de lancer des produits. Mais il y a aussi des produits maintenant pour adultes, finalement. Et c'est un peu une nouveauté aussi chez Lego. Oui, effectivement, ils ont perçu ça effectivement avec la gamme Star Wars qui intéressait fortement les adultes. Ils l'ont vu aussi avec certains véhicules Lego Technic qui étaient assez onéreux et assez chers et très bien construits, que le public adulte était au rendez-vous. Donc, depuis quelques années, Lego a décidé de créer des produits qui soient à destination de ce public, qui a un fort pouvoir d'achat, qui puissent avoir des objets qui correspondent à leurs besoins. Donc, c'est l'apparition de la gamme architecture. Donc, la gamme architecture, c'est une collection qui se divise en deux segments, dirons-nous. Donc, un skyline, comme vous voyez là. Donc, en fait, c'est un condensé de différents monuments qui représentent une grande ville. Ou sinon, c'est d'autres monuments indépendants, comme la Maison Blanche, comme Trafalgar Square ou le Louvre. Et donc, le but, en fait, c'est de montrer que les Lego ne servent pas qu'à produire des jouets. Les Lego peuvent aussi être des pièces comme des baquettes, des pièces de décoration. Et ils ont pointé effectivement le fait que ça peut servir de cadeau souvenir pour quelqu'un qui aurait visité Sydney, qui aurait été aux États-Unis ou qui aurait été à Venise, d'avoir un petit souvenir de l'endroit où il a été. Donc, Ou à c'est un Paris marché aussi. supplémentaire. Ici, c'est Paris, oui. Avec la Tour Eiffel que tout le monde a reconnu. J'ai reconnu. Ensuite, c'est une autre gamme spécifique pour les adultes, c'est Creator Expert. Donc, un niveau de difficulté un peu supérieur, un niveau de prix aussi, et une qualité de produit beaucoup plus élaborée, plus développée. Et donc, c'est une gamme qui a changé de nom, vous avez dû tous en apercevoir, qui maintenant s'appelle Adult Welcome, qui veut dire bienvenue les adultes. Ce qui prouve que, effectivement, c'est un marché que Lego soigne. Ils veulent développer effectivement ça parce que, à l'heure actuelle, c'est 10% des ventes qui sont destinées à un client adulte et c'est à peu près 14% de la collection de Lego. Donc, un fort intérêt. Et ensuite, c'est une autre gamme, c'est Lego Art. C'est pour montrer que Lego ne fait pas que des produits, entre guillemets, Lego, c'est-à-dire pas que du commissariat, pas que de la navette spatiale. Lego est capable de faire autre chose. Par exemple, ici, c'est détourner le tableau de Marilyn Monroe par Andy Warhol. Donc, c'est montrer que la pop culture intéresse fortement Lego et qu'il y en a pour tous les goûts. N'importe quel adulte, en fait, peut trouver un produit chez Lego qui peut lui convenir, un produit de décoration, un produit très technique, un véhicule est très élaborée, une Ford Mustang par exemple, ou une décoration comme la nouvelle gamme qui arrive, botanique. Pour l'instant, nous avons un bouquet de fleurs, nous avons un bonsaï. C'est des cadeaux tout à fait possibles pour une Saint-Valentin, une fête des pères, une fête des mères ou autre. Donc vraiment, Lego mise sur le marché des adultes qui a un fort potentiel pour eux. Alors, on parle de marché, Mavinig. Je pense qu'il faut aborder la problématique, alors j'ose dire la problématique du marché asiatique. Comment faire pour pénétrer ce marché asiatique? Alors, je ne sais pas si c'est une problématique, mais en tout cas, le groupe Lego a décidé de se laisser tenter par ce marché asiatique qui est gigantesque. Pour le groupe Lego, le marché chinois, c'est aujourd'hui 250 magasins sur les 700 magasins du groupe dans le monde. Et le groupe Lego prévoit 80-100 ouvertures de Lego Store en Chine pour l'année 2021. C'est la grande majorité de ces ouvertures prévues au niveau mondial. Donc, c'est un marché très, très attirant pour beaucoup d'entreprises, dont les Lego. Et c'est pour ça qu'il y a notamment une usine qui a été installée sur place depuis quelques années. Et pour cela aussi que des sets dédiés au marché asiatique et chinois ont été conçus. Justement, Sébastien, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces sets dits exclusifs? Alors, il y a deux aspects, me semble-t-il, dans le exclusif. Exclusif sur la thématique, vous nous en direz deux, trois mots. Donc, parlons des sets pour le marché asiatique. Alors d'abord, Lego s'est positionné fortement avec sa gamme Ninjago, déjà une gamme qui est avec les ninjas, qui sont la culture asiatique. Donc, c'était leur porte d'entrée pour aller sur le marché asiatique. Là, ils ont décidé de taper un peu plus fort et de proposer des sets exclusifs sur le marché asiatique, donc qui se sont inspirés de la culture et tradition asiatique. Donc, en partant, comme vous voyez par exemple sur l'image de droite, du repas traditionnel du Nouvel An chinois. C'est ensuite développé la course des bateaux dragons, la danse du lion, la danse du dragon. Donc, c'était des sets qui, au départ, étaient destinés exclusivement au marché asiatique. Mais il y a eu une demande du marché européen et américain de pouvoir bénéficier de ces produits, puisqu'ils sont très attractifs, ils sont très beaux, et effectivement, il faut le reconnaître, c'est des produits très bien réalisés. Et donc, du coup, Lego a décidé d'aller au-delà de ces exclusivités territoriales et décidé d'ouvrir le marché à l'ensemble du monde. Effectivement, ça permet de proposer d'autres boîtes et de vendre encore des boîtes sur le marché français et autres.
Et il y a une autre gamme aussi qui a été développée spécialement pour l'Asie, c'est la gamme Monkey Kid. Donc vous avez peut-être déjà vu passer des boîtes. Donc, c'est une collection de sets qui est basée sur la légende du roi singe. Donc là, c'est pareil, on se sert de la culture traditionnelle et des croyances populaires asiatiques pour créer une gamme et pouvoir les attirer avec ça. On rappelle, la Chine, c'est un marché de plus d'1 milliard d'habitants, donc potentiellement de fortes ventes. Et si on se sert d'éléments de leur propre culture, bah, ça permet d'aider les ventes. Donc, très bon coup marketing de Lego de proposer des produits qui s'adaptent à la culture locale. Tout à fait. Et je crois qu'on peut dire qu'entre autres, la pression justement des AFOL, des fans de Lego, a été importante pour avoir ces sets non seulement en Asie, mais sur le reste du monde, hein, me semble-t-il. Oui, la communauté AFOL est un gros élément dans la stratégie marketing de Lego. Comme j'ai dit, bah, déjà, il y a une part très importante de produits qui sont maintenant destinés aux adultes. Et Lego surveille effectivement ce qui se passe sur les différents réseaux sociaux, sur les fans médias et tout ça. Et c'est vraiment quelque chose où Lego a vraiment une oreille vraiment tendue vers cette communauté. Finalement, Mavinig, depuis lors, c'est un long fleuve tranquille, c'est crescendo chez Lego, non? Presque. Il y a un petit coup de moins bien quand même en 2017. Les ventes sont moins bonnes, le résultat recule de 6 points, mais il n'est pas non plus négatif. En fait, c'est une crise structurelle. Si on veut le résumer en 2 mots, à un moment, le groupe grandit trop vite. Donc, il y a une petite optimisation. Le groupe finit de réinternaliser sa production pour pouvoir mieux maîtriser tout ça. Et la croissance est de retour assez rapidement l'année suivante. Et depuis, oui, effectivement, c'est crescendo et leur business, il peut avoir le sourire maintenant. Enfin le sourire. Alors maintenant, l'avenir de Lego, c'est quoi? Quels sont les grands axes? On parle actuellement de la période Covid, avec un développement peut-être majeur sur l'Internet. Quid des magasins? Quid d'autres aspects? Mavini, pouvez-vous nous en dire quelques mots? Alors, je vous le disais tout à l'heure, la digitalisation, c'est un des piliers pour le groupe Lego. Mais le groupe continue quand même d'ouvrir des magasins, des stores Lego. Les ventes en magasin représentaient il y a 10 ans près de 90% des ventes. Et le groupe maintient qu'il est nécessaire d'avoir une expérience avec les briques en direct, de les toucher, de les manipuler. Et ça passe par les Lego Store, bien plus que par le shop ou par les distributeurs de type hypermarché ou magasin de jouets. Donc, c'est pour ça que le groupe prévoit à peu près 120 ouvertures de magasins pour l'année prochaine, dont je vous l'ai dit, une grande partie sur le territoire asiatique. Mais le Lego Shop, c'est quand même 250 millions de visiteurs sur le shop l'année dernière, en 2020. D'ailleurs, petit point intéressant mentionné par le groupe lors de sa conférence de presse mi-mars, il a été mentionné que le programme de fidélité devrait évoluer pour pouvoir toucher tous les éléments de vente de Lego, à la fois les stores, les shops, les certified stores, les Legoland. Espérons-le, parce que je pense que c'est une demande assez forte de la communauté que tous ces canaux soient intégrés dans le programme de fidélité et qu'ils deviennent un peu plus agiles qu'aujourd'hui. Donc, ce programme DVIP en particulier, qui essaye de s'ouvrir aussi vers les AFOL. Alors, d'ailleurs, en parlant d'AFOL, Sébastien, je pense qu'il y a quelque chose à dire sur Bricklink, avec ce rachat quasi en catimini, on pourrait dire. On parlait tout à l'heure du secret, de la culture du secret Lego. Bricklink racheté par Lego, avec des craintes sur les AFOL. Qu'est-ce que c'est que Bricklink? Quelles sont ces craintes? Alors, recommençons dans l'ordre. Bricklink, c'est une plateforme qui a été créée en 2000. Donc, c'est une plateforme qui sert de marketplace, qui permet. Donc, marketplace, c'est un marché en fait où tout le monde peut aller créer sa boutique et vendre des sets d'occasion, des sets neufs, des pièces détachées, des pièces usagées. Et donc, c'était un marché libre où chacun pouvait aller pratiquer les prix qu'il voulait, vendre ce qu'il avait envie comme pièce dans l'univers du Lego. Donc, ça permettait de proposer des mocks aussi, donc des créations des vendeurs, de proposer des pièces customisées, des pièces chromées, des pièces qui sont compatibles Lego. Donc, par exemple, des armes qui ne sont pas commercialisées par Lego, mais qui permettaient d'être tenues par des mini-feet. Donc, c'était ça, la plateforme Bricklink. Et en 2019, Lego a racheté en catimini, en communiquant très peu dessus, Bricklink. Donc, leur objectif, effectivement, c'est d'avoir mainmise sur le marché secondaire et pouvoir réguler ce qui se vend. Donc, c'est pour ça qu'il y a des bruits qui courent. Et effectivement, il y a certaines déjà actions qui sont passées. Il n'y a plus de pièces customisées qui sont disponibles à la vente. Il y a un réfrénement quand même de la politique. Et du coup, en fait, l'objectif de Lego, c'est vraiment de pouvoir réguler, réglementer, je pourrais presque même dire ça, le marché, pouvoir surveiller quels sont les vendeurs, pouvoir limiter les contrefaçons aussi, pouvoir proposer en fait ce qu'elle a envie de la plateforme. C'est vraiment
manger Bricklink pour l'intégrer à la sauce Lego. Donc, cela se traduit aussi par quelque chose qui vient d'apparaître il y a quelques temps, c'est proposer des projets qui n'étaient pas validés par Lego Ideas, de les mettre doucement sur la plateforme Bricklink pour pouvoir effectivement faire en sorte que des sets qui n'avaient pas été retenus puissent quand même être commercialisés, pouvoir faire un chiffre d'affaires quand même avec des projets qui avaient intéressé la communauté à folle. Donc, c'est faire de l'argent sur le marché secondaire. Donc, c'est quand même une belle action de Lego sur ce sujet-là. Et donc, à suivre l'évolution de Bricklink, en particulier la disponibilité des pièces qui pourrait peut-être, dans certains cas, se raréfier du fait du lien avec Lego. À voir, oui, vu que le rachat s'est fait en fin d'année 2019, donc ça fait un peu plus d'un an et demi. Donc, à voir sur les années à venir comment ça évoluera. Un point qui est très intéressant aussi, c'est ce qu'on appelle donc la responsabilité sociale de l'entreprise. Beaucoup d'entreprises pratiquent ça avec des questions autour de l'environnement, de l'impact social et sociétal d'une entreprise. Je crois que Lego s'en saisit en ce qui concerne l'environnement. Pouvez-vous nous dire quelques éléments concernant cette responsabilité environnementale, Sébastien, et en particulier le fait peut-être d'être une entreprise un peu plus verte? Oui, effectivement, c'est à la mode, effectivement. Donc, en fait, et toutes les entreprises prennent conscience de leur impact sur l'environnement et pour les générations futures. Donc, Lego a bien conscience de cette problématique et travaille actuellement à remplacer son matériau de base qui est l'ABS. Donc, c'est un plastique dérivé du pétrole. Et travaille actuellement avec des matériaux à base de canne à sucre pour produire de la végétation. Donc, il y a déjà des produits qui ont été commercialisés avec ce nouveau matériau à base de canne à sucre. Et on va suivre l'évolution de ces articles, donc c'est des sels de végétaux principalement. Ensuite, à parler que Lego travaille actuellement à réduire tout ce qui est non utilisé après l'achat, donc c'est-à-dire la boîte, carton et les sachets plastiques. Donc le but, c'est que tous les cartons viennent de forêts qui soient éco-gérées, qui permettent effectivement un renouvellement de la forêt sans qu'il y ait de destruction et de dommages pour l'environnement. Ils travaillent aussi à ce que leur sachet plastique ne soit plus en plastique, mais plutôt en amidon de maïs pour avoir un produit qui soit biodégradable et qui n'ait pas de dommages environnementaux. Il faut savoir que depuis 2015, Lego a déjà mis 130 millions d'euros sur la table pour pouvoir avancer sur toutes ces problématiques environnementales. Donc il y a des équipes dédiées chez Lego d'ingénieurs qui travaillent vraiment à faire en sorte que le produit Lego soit le plus éco-friendly, en partant du principe que le produit Lego, déjà de base, est un produit durable qui va pouvoir se transmettre de génération en génération, donc des grands-parents aux parents, aux petits-enfants. Donc c'est un produit qui tient, qui ne va pas du coup aller polluer l'environnement s'il est préservé par la famille et transmis, et ainsi de suite. Alors justement, on parle de transmission, on parle de lien avec l'enfance, etc. Le groupe Lego, je crois, est impliqué dans l'UNICEF, essaye d'avoir des programmes spécifiques. Mavinik, pouvez-vous nous en dire plus et en particulier, comment cela s'organise-t-il? Quels sont les objectifs qu'il y a là derrière? Alors Lego a une communication très simple et très forte, c'est Play Well. Faire jouer les enfants. L'essentiel pour Lego est de transmettre un message, de faire jouer les enfants, bien jouer les enfants, amener de l'apprentissage, soutenir de l'éducation à travers le jeu et les briques. Donc, de nombreux programmes sont mis en avant par le groupe Lego, que ce soit des programmes avec des communautés locales, que ce soit des programmes dans des pays défavorisés, que ce soit des programmes pour apprendre aux enfants les automatisations, les petits robots, etc. Et puis, bien sûr, il y a ce programme avec l'UNICEF dans lequel le groupe Lego est effectivement extrêmement impliqué. Si je peux me permettre pour compléter, effectivement, sur la stratégie de Lego, à l'heure actuelle, il y a des partenariats qui ont été signés pour développer la marque. On sait par exemple qu'il y a un partenariat qui a été signé avec une équipe de football, où il y a un stade qui est apparu. On ne sait pas ce que ça va donner derrière, mais c'est un partenariat engagé. Pareil avec Universal Music, où il y a la gamme vidéo qui est commercialisée. Donc c'est pareil, une piste de développement sur les années à suivre. Et pareil, un partenariat avec Adidas, où il y a déjà une collection pour enfants et pour adultes qui apparaît. Donc, effectivement, Lego continue à se développer et à proposer des produits qui peuvent permettre d'augmenter son chiffre d'affaires et ses bénéfices. Eh bien, merci beaucoup. Pardon, excusez-moi, Mavinik, je vous en prie. On est complètement en ligne avec la stratégie déroulée par Jürgen depuis des années, les boîtes thématiques, la digitalisation et les produits dérivés. Eh bien, merci pour cette conclusion, Mavinik, notre expert marketing business. Merci, Sébastien, notre expert produit. Et maintenant, nous allons passer à la météo. Tout de suite, Evelyne, la météo.
Alors, je suis tellement contente que l'on m'ait demandé de venir faire la météo que je sens ça très comme un honneur de pouvoir participer à Sobrique. Ça me fait plaisir. Alors, nous avons choisi de vous montrer la météo de demain sur Billund. Alors, Billund, c'est quelque part dans le nord de l'Europe, je crois. Et alors, c'est magnifique, Billund, mais là, il fait pas très beau en ce moment. 6 le matin, 9 l'après-midi. Alors, vous voyez que c'est très couvert, qu'il n'y aura pas beaucoup de soleil. Pour le soleil, il faudra plutôt aller dans le sud. Alors, pas à Irigny. Irigny, qui est la base de l'association Sobrique. Mais vous voyez que demain, c'est pas terrible non plus en termes de météo. Météo 9 degrés le matin, 16 l'après-midi, avec quelques averses, voire des averses peut-être un petit peu importantes le matin. Et puis, ça va aller en se découvrant l'après-midi. Voilà, j'étais très, très contente d'être avec vous ce soir. Eh bien, merci beaucoup, Evelyne. Il est temps pour nous de conclure ce journal. Nous vous retrouverons avec plaisir dès la semaine prochaine pour une nouvelle édition du journal des petits mots de Sobrique.